Bonjour à tous. Deuxième fichier vidéo-audio pour discuter de ce management éthique ou de la qualité de vie au travail. Fichier qui est supposé suivre le premier, qui lui va poser les grandes lignes du problème. À la fin de ce fichier, je vous avais donné l'image d'un pont avec un trou au milieu, dans lequel de l'autre côté se trouverait potentiellement le management éthique. Management éthique est une vision à moyen long terme qu'on va pouvoir obtenir par l'utilisation de notre catalogue, et j'ai tenté de vous démontrer la pertinence de cela lors de ce premier fichier. Aujourd'hui, la discussion s'était terminée sur les moyens court terme, et donc pouvoir lancer des grappins, passer de la situation actuelle à la situation future. Dans ce deuxième fichier, on va démarrer l'éthique. On va tomber un peu le masque, on va démarrer un peu l'éthique. J'avais commencé à la fin de la première vidéo. Il y a différents besoins, il n'y a aucun moyen que vous, auditeurs, arriviez à passer à l'éthique sans aborder un certain nombre d'épouvantails qui se trouvent devant le pont du côté actuel. Et ces épouvantails, il va falloir en parler, il va falloir aborder chacun d'entre eux, pour qu'on se dise, ok, les grappins peuvent être lancés, il y a des actions court terme pour démarrer le processus. Maintenant, comme je viens de vous dire, il y a une liste d'épouvantails, et ça va être le sujet de ce fichier, enfin de cet enregistrement, mais ces épouvantails vont devoir être abordés dans un ordre et dans un sens qui sera différent pour chacun d'entre vous. Donc on démarre l'éthique, on s'adapte. Je vais donc ici vous lister les épouvantails, et puis vous proposer à la minute de ce fichier à laquelle vous allez pouvoir écouter la partie qui en traite. On va donc faire l'équivalent d'un livre à chapitre audio et vous allez pouvoir vous rendre à l'endroit qui vous intéresse. Quand vous aurez écouté le chapitre en question, vous serez à même de retourner à la minute précise de ce sommaire pour pouvoir voir où vous voudrez continuer. Je vous conseille effectivement après coup de réécouter tout pour avoir tous les épouvantails, pour avoir tous les différents problèmes. Le choix du mot épouvantail, j'aurais pu dire souci, monstre, blocage, problématique, écueil, des centaines d'approches existent. Le mot épouvantail parce que quelque part la situation actuelle est tellement préoccupante qu'on pourrait pratiquement parler d'épouvantail pour parler d'un management éthique. Premier point dont je vous parle aujourd'hui, premier épouvantail, finalement c'est tout simplement le résumé de la première vidéo que nous avons déjà publiée. Alors ce résumé expliquait qu'il fallait procéder au grand P petit h, c'est-à-dire la performance à caractère humain. J'ai mis 30 minutes pour démontrer l'approche, mais je vais vous montrer que ça va beaucoup plus vite maintenant en le faisant en accéléré. Donc pour quelqu'un qui veut une vision plus efficace et plus pragmatique, ce deuxième fichier audio va peut-être mieux lui convenir. L'approche de la première vidéo est d'expliquer clairement que l'approche du management éthique est une approche qui nécessite clairement de mettre en priorité le travail avant de toucher le fruit de son travail, ce qui est la seule unique logique qui va pouvoir fonctionner. Par contre, ne pas donner les fruits du travail, tout comme ne pas mettre le travail en priorité, ne va pas fonctionner et ça existe depuis un certain nombre de temps. Lors du premier fichier, j'ai lancé le tout premier grappin essentiel, le seul qu'il faut lancer. Il faut parler aux dirigeants, cesser de les diaboliser, expliquer aux dirigeants tout simplement, bien sûr qu'il existe des solutions, bien sûr que la vérité est qu'il faut donner priorité au travail et pas aux fruits du travail. Cesser donc l'espèce de combat éternel qui existe depuis très longtemps entre le grand P et le petit h. L'approche consistant bien évidemment à dire qu'il ne faut pas faire quelque chose ne marche pas, et on en reparlera très souvent lors de notre catalogue. Donc évidemment, j'ai démontré dans cette première vidéo que les approches existaient, l'utilisation des 5 grands axes de l'éthique, le fond, la forme, l'écoute, le contrôle, et tout ce qui va toucher à la réduction de ce seuil de stress. Je vous ai montré que ces 5 points devaient être pris sous des angles de vision un peu plus élargis que ceux que l'on visualisait habituellement, et que chacun d'entre eux allait amener une réduction du stress, mais aussi, et surtout selon les approches, une augmentation évidente de la productivité. Donc le management éthique est une option parfaitement viable. Si elle n'est pas viable aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas exactement comment lancer les grappins du court terme, dont je vais parler maintenant.
Lors de ce premier fichier, j'ai terminé par les axes importants. Une fois que vous aurez écouté la fin de ce fichier traitant sur le court terme, le manager va pouvoir faire ce que j'ai dit qu'il fallait faire à la fin du premier fichier audio, c'est-à-dire se positionner et spécifier, envoyer un message fort. Notre société va se déplacer en direction de l'éthique. Et donc, quelque part, va passer déjà un premier message. Chacun des épouvantails qui s'y opposent, et on va les retraiter aujourd'hui, vont commencer à comprendre que leur règne ou leur vie est en train d'arriver à son terme. J'ai donné en premier exemple à la fin de cette vidéo la notion de l'orientation de la lorgnette, de la lunette, de la longue vue, et de cesser de s'occuper uniquement et principalement du bateau qui coule, des gens qui ont la cocotte minute chargée et qui vont mal, et qu'il va falloir commencer à s'occuper surtout du stress produit. Et qu'il allait falloir envoyer un message clé. Le management va s'opposer avec bienveillance à tout ce qui va créer et susciter du stress à l'intérieur de la structure. Parce que va être, si vous voulez, contre-productif, si vous voulez, peu humain. Contre-productif en parlant fort parce que c'est le grand P, très peu humain, délicatement et doucement parce que c'est le petit H. J'y ai aussi résumé plus longuement les approches actuelles de la gestion du stress, de la qualité de vie au travail et du management éthique, qui sont donc d'un côté tout ce qui va pouvoir être ludique sur base de séminaires ou d'activités extra-professionnelles ou professionnelles, tout ce qui va toucher à la réduction de l'angoisse, ça c'est en place et c'est en cours, mais qui ne va pas intéresser forcément tout le monde et qui est vu sous un mauvais angle de vision, compris presque pour une solution alors que ça ne résout absolument rien, mais par contre que ça va permettre de réduire le niveau de stress d'un individu, lui permettant d'appliquer d'autres techniques, d'autres méthodes qui sont dans notre catalogue, pour arriver à trouver des solutions et des réponses à ce qui faisait monter ce stress. Troisième approche, sortir de l'orientation strictement psychologique du risque psychosocial, pour amener le psychosocial à ces 80% de communication, donc le mot social, 20% de psychologie, une psychologie qui par contre ne devra à aucun moment empiéter sur le rôle du psychologue et franchir le cadre de la vie privée. Je n'ai pas dit dans la vidéo précédente, bien évidemment, que dans le management éthique, le psychologue qui va se trouver à l'extérieur de la structure ou à l'intérieur pour les plus grands groupes, va être un élément clé, qu'est-ce qu'il va savoir à quel moment lui passer le relais. On ne va jamais chercher à faire son travail, il va avoir sa véritable importance pour intervenir à un moment du processus, en dehors ou à l'intérieur de la structure. Et cela va faire partie de la stratégie du management éthique. Première chose, il existe à l'intérieur de toutes les structures un pourcentage de gens relativement faibles qui ne sont pas maladroits mais qui sont bien, quelque part, d'une certaine façon, fermés si vous voulez, fermés à ce management éthique. Il s'agit du deuxième épouvantail le plus impressionnant qui va donc être traité à un autre moment de ce fichier audio, soyez patients. Donc dans toutes les structures, il y a un pourcentage que je vais estimer aux alentours de 5% maximum des gens qui vont être très fermés au management éthique et qui vont produire un stress considérable. À l'extrême, oui, il va y avoir harcèlement moral ou sexuel, agression physique ou des problématiques terribles. Ceux-là vont déclencher des réactions et du juridique. Ou pas. Ou pas. La crainte de ce ou pas va déclencher la deuxième problématique. La première chose que je vous dis ici très clairement, c'est qu'à partir du moment où vous laissez à l'intérieur de la structure des gens avoir le droit, plus ou moins impunément, de pratiquer les 5% de choses qui vont être perçues par tout le monde comme mauvaises, méchantes, folles, et toutes les terminologies qu'on va pouvoir avoir, va se poser un problème majeur, c'est que derrière, tous les gens qui vont être maladroits à l'intérieur de la structure, et alors, la maladresse, quand on n'a pas les formations de notre catalogue et du management éthique, les maladresses vont s'accumuler dans tous les sens. Le thème principal de nos formations va être nous ne sommes pas maladroits, mais nous ne sommes pas méchants, mais nous sommes maladroits. Donc, ça va donc permettre de trouver des solutions, d'apprendre à faire les choses correctement. À partir du moment où on laisse le premier épouvantail qui a vraiment les méchants à l'intérieur de la structure, tout le monde va commencer à ne pas avoir envie d'envisager simplement que les autres puissent être maladroits. Donc, la première composante de cet épouvantail considérable du stress produit, ce sont déjà ceux qui vont refuser le management éthique de manière catégorique.
Alors je vais m'interroger aux dirigeants et leur dire, voilà, je sais bien qu'ils sont pas faciles à gérer, ceux-là, quand ils sont un petit peu en dessous du seuil où on peut les porter plainte au civil, que c'est assez compliqué de rentrer en conflit ou en combat avec ceux qui ne veulent pas fonctionner au niveau du management éthique. Ok. Je vais vous faire 2 petites affirmations. Premièrement, il va falloir s'occuper de leur cas parce que sinon, la notion de voir les autres maladroits ne sera pas possible. Il ne sera pas possible, messieurs, dames, de réunir vos employés dans un amphithéâtre et de leur expliquer que les gens sont maladroits et pas méchants. Parce que si chacun d'entre eux a 3 images dans la tête dans laquelle il voit telle personne de tel service qui doit être recadrée de toute urgence et qui ne l'est pas, qui refuse l'éthique de toutes ses forces et qui ne l'est pas, il ne sera pas possible d'amener les gens à accepter, d'aller envisager de travailler dans le sens de l'éthique. Chacun de vos employés refusera. Il refusera d'aller travailler sur notre catalogue. Parce que toute l'approche du catalogue, à un moment, va quand même se baser sur le fait, voyez, comme on est maladroit et pas méchant, si on apprenait à mieux faire les choses, on va pouvoir les solutionner. Il faut donc absolument s'occuper de ces gens-là. Maintenant, je vais vous dire une deuxième chose très importante à leur sujet. C'est moins de 5% des gens qui sont complètement contre l'éthique. Ils sont moins de 5%. 18 ans que je traite des soucis. Il existe des gens qui sont contre, mais tellement moins que ce que l'on pourrait penser. Ces gens qui sont contre l'éthique, à partir du moment où vous allez commencer à lancer les grappins et enclencher le processus de l'éthique, faites-moi confiance que ces gens-là vont sentir que le vent tourne. Et d'expérience, de vie, je peux vous dire que, quelque part, c'est de leur propre gré qu'ils vont quitter la structure dans la très grande majorité des cas. Ils vont se retrouver de plus en plus isolés, plus que à partir du moment où, par effet boule de neige, l'éthique va commencer à gagner en puissance. À partir du moment où les gens vont constater que les dirigeants ne baissent plus la tête, acceptent de prendre en compte les problèmes du stress, acceptent d'affronter ces fameux épouvantails, alors il va se passer des changements de mentalité, dans le bon sens. Et ceux qui refusent l'éthique vont commencer à, oui, dans un premier temps, essayer d'empêcher la mise en place du processus. C'est vrai. De toute leur force, vous allez voir. Vous avez vu le gloussement, de toute leur force. C'est vrai, de toute leur force. Mais derrière, si le processus s'enclenche, la grande majorité d'entre eux quitteront la structure. Ce qui leur arrivera et ce qu'ils adviendront, c'est finalement pas tellement notre problème. Je pourrais faire un fichier audio expliquant ce qu'il adviendrait d'eux, mais c'est pas la problématique. On est sur une problématique grand P, petit h. J'ai aujourd'hui des gens qui donnent une image extrêmement négative et qui font imaginer qu'il n'y a pas de maladresse, mais bien de la méchanceté dans le comportement d'autrui. Ceux-là quitteront la structure dans la grande majorité du temps par eux-mêmes ou s'opposeront avec virulence et férocité à l'éthique à certains moments. Pour même être précis pour ceux qui écoutent la vidéo, ça m'arrive de faire des formations où, parce que notre catalogue va plaire sur certains points, et certaines personnes qui n'ont pas conscience être contre l'éthique peuvent même venir de leur plein gré lors de certaines de mes formations. Et ça peut donner des résultats très particuliers avec des gens qui disent qu'ils comprennent pas du tout l'approche, qu'ils comprennent pas du tout où on a voulu en venir, qui sont très déçus, qui trouvent que c'était même nul, que personne n'a compris, que ça n'a aucun intérêt. Des choses comme ça. Donc ici, il va falloir se poser sur la véritable problématique. Ils partiront d'eux-mêmes. Deuxième chose donc fondamentale de ce management, de cette notion d'épouvantail et du stress produit, qu'on appelle très souvent l'effet domino, les gens qui font des effets domino. On va maintenant parler de celui qui est maladroit et pas méchant. Comme je viens de le dire tout à l'heure, à partir du moment où nous n'allons pas prendre en compte, lever le doute dans la tête des collaborateurs, le management se positionne pour dire que les méchants doivent partir. Ah, le règne des méchants est terminé. À partir de ce moment-là, ça nous ouvre la porte à travailler sur la maladresse qui est 95% du problème. On va progresser, apprendre différentes techniques dans notre catalogue. L'empathie, s'expliquer de manière constructive, et aider à savoir interagir, à aider les personnes qui souffrent. Savoir parler à la personne qui est bloquée, qui fait du domino involontairement, celui qui parle trop fort et qui le dérange dans le bureau, qui le fait involontairement, savoir comment essayer d'aborder le sujet avec lui sans le blesser, parce qu'il ne le fait pas exprès. Il va donc falloir bien comprendre que à partir du moment où on se positionne contre ce qui doit être traité, voilà. Alors c'est méchant, il n'y a pas que le harcèlement, c'est la notion de la loi du plus fort, de celui qui crie le plus fort, de l'intimidation, beaucoup de notions doivent être combattues.
En ne les combattant pas, on ne peut pas mettre en place le management éthique parce que les gens vont se dire le management n'est pas sincère, il ne règle pas les véritables problèmes de fond. Comme je l'ai dit, ces gens-là partiront dès que les grappins vont être lancés. L'angle de vision que vous avez probablement n'est pas le bon. À partir du moment où on déclenche le management éthique, les méchants vont commencer à sentir que leur règne est arrivé à leur terme. Dans le bon angle de vision, si on se lance dans le management éthique, le ménage va se faire de manière naturelle. Et puis allez, je vais vous dire ce qu'il arrivera de ces méchants dans une centaine d'années si jamais le management éthique arrivait partout. Si toutes les structures appliquaient l'éthique, les gens qui sont méchants en arriveraient à une remise en question en disant bon, je fais ça pour mon intérêt personnel, je le fais plus ou moins volontairement, en tout cas je croyais. Et là, à partir du moment où ça ne marchera vraiment pas, va falloir peut-être envisager d'en mettre en question. Donc vous inquiétez pas trop pour le méchant, il s'en mettra en question plus tard, longtemps, quand le management éthique aura bien pris sa racine dans le monde dans lequel nous vivons. Le deuxième épouvantail majeur peut donc arriver en place, peut donc être affronté à partir du moment où on va avoir compris que se lancer dans la direction de l'éthique allait faire réduire l'importance et l'impact de ceux qui vont être estimés méchants. On va donc pouvoir enfin aborder les choses sous leur vrai angle, le fait que c'est la maladresse et non pas la méchanceté qui est le problème. Alors à Passe Zen, on va appeler ça en général des exercices qui vont toucher autour de la distinction de ce que la personne va dire, de ce que la personne va faire et de ce que la personne va penser. De nombreux ateliers qui vont tourner autour de ça apprendront qu'à distinguer. L'écoute active va être aussi quelque chose qui va être très utile, la PNL, pour distinguer la différence entre un point serré, qui peut très bien vouloir dire une énergie positive et non pas l'envie de frapper quelqu'un. Faire très attention entre ce que la personne va dire et ce que la personne va faire. Quelqu'un qui vient sur vous en vous criant « Je veux qu'on parle !» est agressif, oui, mais vous a demandé un dialogue. Il y a donc une distinction majeure entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et donc, que pense-t-il ? Et quand on prend un petit peu l'habitude, dans 45% des cas, quelqu'un qui vous crie dessus « Je veux qu'on parle » agressivement, a peur. Donc, cette personne vous propose un dialogue, ce qu'il dit. Ce qu'il fait est l'agressivité. Et ce qu'il pense, c'est qu'il a peur. À partir d'exercices de ce genre-là, on arrive à statuer la maladresse de manière évidente, à condition de s'être positionné contre le premier épouvantail et d'avoir enclenché en direction du management éthique. Que donc chacun soit donc convaincu que l'autre est maladroit, puisque les méchants ne sont plus là ou n'ont plus le pouvoir. Une fois qu'on va donc avoir lancé le processus, le deuxième ennemi sera accepter de comprendre que l'autre est maladroit et n'est pas mon ennemi. Tout simplement. Et ça va se faire assez naturellement. Et ça va être un des grands axes de fonctionnement qui reviendra pratiquement dans chaque atelier et à un moment donné à un autre par la petite porte. Il faut bien l'atteler. Ce qu'on appelle le DFP, ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il pense. Il n'est pas mon ennemi. On le démontrera de A à Z. Ça va revenir aussi par des ateliers pour apprendre à nous exprimer de manière constructive, qui peut s'appeler aussi la communication bienveillante, non violente pour ceux qui connaissent, pour arriver à faire en sorte que nos propos ne puissent pas être interprétés de travers. Ça demande de le travailler pour éviter justement qu'on nous voit méchants, éviter la maladresse qui va faire qu'on peut éventuellement nous voir méchants dans notre façon de procéder. Donc le deuxième grand épouvantail, c'était celui-là, qui doit suivre le premier, passer sur une vision où le collaborateur, quoi qu'il puisse faire, n'est pas méchant, mais est maladroit. Pour pouvoir l'affirmer, donc il aura fallu acter qu'on ne veut plus de méchanceté et que les méchants vont être donc soit affrontés, soit voudront partir d'eux-mêmes. Une fois qu'on a fait ça, gloussement. Là, les deux premiers écueils sont résolus, tout le monde se retrouve autour d'une table, on est tous constructifs, il n'y a plus de méchants, c'est formidable. C'est formidable, mais pourtant, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un troisième épouvantail qui, là, se dresse à ce moment-là, au milieu du pont. Il n'y a plus de même de concurrence. Les deux autres sont partis. Il n'y a plus aucune concurrence. Vous voyez, je rigole. Et là, démarre quelque chose d'assez étonnant chez les humains, c'est la foire d'empoigne. Tout le monde va vouloir dire ce qu'il pense. Tout le monde va savoir qu'il peut le dire sans être jugé, interprété, qu'il peut donc parler. Et puis, il va arriver une confusion majeure. C'est de se dire que j'ai le droit de dire ce que je pense. Et on va commencer à parler sans avoir anticipé, réfléchi, sans plus aucune compréhension du fonctionnement réel d'une structure. Et ça va très 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 loin, cher auditeur,
c'est que quand on va regarder des formations, hein, les contenus des formations en allant sur Internet, hein, si vous êtes connecté sur votre OPCA, vous pouvez regarder à l'intérieur de ce que propose votre OPCA des formations de management. Et vous allez voir des choses qui s'appellent le management hiérarchique, non hiérarchique par exemple. Vous allez quand même voir qu'à l'intérieur de formations de management, on va nous apprendre à manager sans hiérarchie. Ce qui, là, devient ce qui nourrit notre épouvantail avec une telle violence que tout le monde va avoir le sentiment qu'il a le droit de dire ce qu'il pense, sans réfléchir, sans préparation, d'une quelconque manière que ce soit. Alors, ici, voilà le nouveau démon qui va se présenter en phase 3, qui va être, tout simplement, de se dire que non, il a encore besoin d'une hiérarchie, et pour arriver à ce qu'on soit dans le management éthique, on va devoir prendre les choses, bien évidemment, comme d'habitude, sous un autre angle de vision. Et je vais vous parler de cet angle de vision immédiatement. Le bon angle de vision, je vais vous surprendre, c'est grand P, petit h. Cela sous-entend une chose simple. Le bon angle de vision, c'est que ça descend du P. Le management doit statuer, de se diriger sur le management éthique, et le premier écueil, ça va être les méchants. Le deuxième écueil, ça va être la vision de la maladresse. Le management s'y engage puisque, potentiellement, donnant des formations, expliquant et soutenant le cycle de formation en direction de l'éthique. Troisième axe du management, eh bien, le management doit acter qu'il a besoin de l'information. Il a besoin de la prise d'initiative. Il a besoin de chacun d'entre vous. Regardez, si je vous le disais, vous, si vous n'étiez pas un manager, j'ai besoin de vous. Je vous ai compris, comme avait dit Charles de Gaulle. C'est ça l'éthique. C'est la réalité, c'est la vérité. On a besoin des forces vives. Une société a besoin d'évoluer. Il y a de la recherche et développement. Une des plus grandes peurs des managers, je travaille avec de très grands patrons, c'est que leur conseil d'administration ou les cadres les plus importants ne sortent pas de leur zone de confort. Ils font leur travail et ils n'ont aucun esprit d'initiative. Donc nous avons besoin de cet esprit d'initiative à toutes les étapes du fonctionnement d'une structure. Sauf qu'à partir du moment où on dit qu'on a besoin d'esprit d'initiative, ça se déclenche de la manière, de la mauvaise façon, avec notre ami l'épouvantail, de la cacophonie, et jusqu'à des formations qui disent qu'il faut du management non hiérarchique. Regardez comment ça me fait rire. Non, en fait, il s'agit bien d'un fonctionnement grand P petit h. À vous qui vous situez pas dans un poste de management, il faut que vous compreniez que l'éthique, c'est que le manager, il a tout simplement besoin, pour effectuer son grand P, d'avoir toutes les bonnes idées, de savoir tout ce qui est intéressant, de faire circuler l'information dans le bien, dans le sens descendant, mais aussi de faire remonter l'information jusqu'à lui pour pouvoir prendre une décision. Fond, forme et coup de contrôle, tout ce qui va toucher au contrôle s'alimente que par une chose, l'information. Je ne peux pas prendre une quelconque forme de décision sans avoir l'information. Donc j'ai besoin de cette information, j'ai besoin de l'esprit d'initiative, j'ai besoin que les salariés puissent participer effectivement à la direction de la structure. Mais de quelle manière ? De la bonne manière. C'est mon besoin en tant que manager et dirigeant d'instaurer le grand P qui va faire descendre les choses. Ce n'est pas mon besoin du tout, la cacophonie en retour. Et je vais décrire maintenant le processus du mauvais angle de vision et de la cacophonie en retour. La cacophonie en retour, ça va être tout simplement que on va vouloir faire relier le H à hurler, l'humain. Moi, j'ai quelque chose à dire, moi, j'ai une idée. En ne comprenant pas tout simplement les bases de la hiérarchie, probablement le problème des gens qui font des formations non hiérarchiques, que je vais résumer en une phrase. De tout temps, quand les humains se regroupent à peu près une dizaine, on comprend que chacun va faire son propre travail, va avoir des informations, une technicité, un métier, et qu'il va falloir quelqu'un qui centralise pour prendre un peu de recul. Il va falloir que cette personne ait des informations édulcorées, réduites, efficaces. On va lui remonter que les informations cruciales lui permettant d'effectuer son management. Donc quel va être le travail de cet individu ? Ça va être de récupérer des informations filtrées et édulcorées, parce qu'il n'a pas la possibilité d'avoir les compétences de ces dits subalternes, il n'en a absolument pas la possibilité. Et il n'a pas non plus les compétences intellectuelles de connaître toutes les informations que ces gens-là vont connaître. Lui, il a besoin de quelque chose d'édulcoré. Si on était logique et qu'il y avait 10 personnes, il aurait besoin de 10% d'informations bien retraitées et bien retravaillées. Et dans une hiérarchie, dans un très grand groupe, je ne vais pas vous faire des affirmations sur le nombre de niveaux hiérarchiques, mais il est assez élevé.
Donc le PDG ou le président de la République française n'est pas capable d'effectuer le travail de 55 millions de personnes et de retraiter les informations de 55 millions de cerveaux. Excusez-moi, 55 millions, c'était à l'époque à laquelle j'étais au lycée. Aujourd'hui, on est à 65 ou 70. Ça vous donnera une idée de mon âge. Le management éthique, ça va donc être que chacun d'entre vous comprenne comment synthétiser les choses à 10% s'il y a 10 subalternes à votre chef pour lui remonter l'information, et non pas de lui envoyer votre analyse, votre interprétation avec cacophonie. Donc de préparer. Voilà ce qu'est le management éthique. Alors, c'est ce que nous on va appeler dans nos formations de travail sur la circulation de l'information, qui est un risque psychosocial majeur et un atelier majeur. On va appeler ça en général l'effet W. Il va falloir prévenir les collaborateurs et leur dire voilà, il faut les amener à réfléchir en amont. Moi, manager, je veux récupérer l'information. J'ai donc besoin de vous. Je vais donc vous soumettre des postulats. Il faut donc envoyer l'information jusqu'à nos collaborateurs, les laisser infuser. Pas de temps réel, jamais. C'est ingérable. Ça va être la cacophonie, ça va être l'épouvantail. Les gens vont donc vont être respectés, car c'est du respect. Ils vont être sollicités, et c'est très important. On va leur demander de participer, et ils vont pouvoir réfléchir en amont. On va se voir ultérieurement, et les gens auront donc réfléchi. À ce moment-là, nous avons une chance de rentrer en éthique. Nous allons pouvoir écouter les informations que les gens ont une fois qu'ils ont réfléchi avant de venir à cette réunion. Il va falloir cadrer les dominos, les effets dominos. Certains ne vont pas comprendre qu'ils n'ont pas le droit de parler en temps réel sans avoir réfléchi. Ils sont assez nombreux. Certains vont avoir l'impression qu'on leur manque d'écoute ou de respect si on les empêche de dire tout ce qui leur passe par la tête. Il va falloir traiter ces effets dominos et ça fera partie de nos ateliers. Ça se cadre très bien et les gens le comprennent assez vite. Petit problème éventuellement d'orgueil, de ne pas avoir le droit de dire ce que je pense alors qu'on m'avait demandé de réfléchir en amont. Je comprends parfaitement. Nous avons l'habitude de traiter ça, mais c'est la seule façon d'aller à l'éthique. Il va donc falloir traiter un nouvel effet domino, celui qui veut parler, finalement, sans avoir pris le temps de réfléchir en amont, qui va dans la forme, sans être passé par la case du contrôle et du fond. Derrière, il n'y aura aucune interprétation lors de ces premières étapes du W. On va récupérer ce que les employés vont avoir à dire, et on ne va pas rentrer dans un débat en temps réel, on ne va pas se justifier en temps réel, expliquer pourquoi on a fait ci, expliquer pourquoi on a fait ça. On va maintenir le canal d'écoute ouvert, et on va prendre le temps de réfléchir et se revoir ultérieurement. Le management, lui aussi, va réfléchir à ce qui va lui avoir été remonté. Et c'est donc, on va remonter le W, et là, nous allons pouvoir nous réunir une dernière fois, dans lequel là, le patron aura réfléchi, et en utilisant ce cycle-là, d'aller et retour, et de filtrage, nous arrivons au management éthique. Tout le monde peut dire ce qu'il y a, toutes les bonnes idées seront entendues et écoutées. Le management va avoir le temps de les mûrir, de les réfléchir, de savoir si elles sont viables ou si elles ne sont pas viables. Tout individu qui refuse ce processus-là a envie, encore une fois, d'imposer sa volonté à la collectivité de la mauvaise manière. Il fait donc partie des 5% de personnes qui vont refuser le management éthique. J'ai pris conscience de ça, mais il y a très longtemps, par un ami à moi qui fonctionnait dans sa société en mode ni Dieu ni maître. Voilà, ni Dieu ni maître. J'ai essayé de lui expliquer, c'est sympa ton approche, mais tu fais donc ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Alors, rapport de force, il est plus important dans une structure de taille moyenne à la structure, et il peut démissionner n'importe quand, donc il impose sa volonté. Il n'est pas méchant, c'est quelqu'un d'assez souriant, agréable, mais il fait du ni Dieu ni maître. Très compliqué, et il ne réfléchira pas, il ne réfléchit pas en amont, il ne se prépare pas, il ouvre la porte d'un bureau n'importe quand pour dire ce qu'il a à dire à n'importe quel niveau hiérarchique, on essaie de lui expliquer gentiment de prendre le temps de réfléchir, il ne comprend même pas l'approche. Le mode ni Dieu ni maître, parlant en temps réel. Voilà. Le troisième épouvantail, c'est de comprendre donc bien, je le résume, le management éthique a un besoin absolu de cette information. C'est la sortie de la zone de confort, la prise d'initiative des gens devient un enjeu crucial pour les managers de haut niveau. Par contre, ça ne doit pas se transformer dans une cacophonie. Et je vous ai expliqué globalement le processus. Processus qui sera mis en application lors d'ateliers plus longs, sur lesquels nous pouvons traiter. Si on arrive à fonctionner comme ça, toute personne adhérant à l'éthique a le droit de dire toutes les idées qu'elle va pouvoir avoir, mais ne pas supposer, puisque lui n'a pas les informations qu'a le manager.
Dans une structure à 10 niveaux hiérarchiques, vous imaginez bien que celui qui est en bas de l'échelle, qui a une excellente idée, c'est l'histoire de la vie. Souvent, cette excellente idée a déjà été eue par quelqu'un d'autre et ça ne marche pas. Je vais vous donner un petit exemple qui vous parlera peut-être, c'est les tentatives d'escroquerie qu'on peut voir dans certains domaines, par exemple au fisc ou aux lois que produit l'État. L'État va faire des lois, il y a des failles, et il y a des gens qui les exploitent. C'est un peu la course, c'est la course à essayer de piéger le système, donc à avoir des allocations quand on n'y a pas droit, ou des choses comme ça. Vous êtes au courant de ces choses-là. Mais c'est une course en fait, c'est une course. Moi je me suis rendu compte que souvent on avait des idées de ce genre-là, mais qu'il fallait pas rêver. L'administration fiscale est quand même au courant de beaucoup de choses. Au fil du temps, ils se sont adaptés. Donc, la première idée pour piéger le système, la première idée qu'on va pouvoir avoir en bas du système, a souvent été déjà eue par la hiérarchie au-dessus. C'est pas un manque de respect de pas vous écouter, c'est que on n'a pas besoin de cette cacophonie. Les choses ont déjà été traitées. Mais il faut pas que ça arrive au drame, en détriment où chacun d'entre nous, dans la pyramide, ne peut plus dire ce qu'il pense après avoir réfléchi. Ne peut plus savoir si son idée était bonne, si son idée était souhaitée. C'est dramatique. On ne prendra plus de prise d'initiative. Et donc, il n'y a plus d'éthique. L'erreur entre le management hiérarchique, c'est le management hiérarchique, non hiérarchique, bien sûr, c'est une absurdité, puisqu'il faut un retraitement de l'information à différents niveaux. Par contre, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut un management éthique. Le management éthique, c'est que chacun doit pouvoir donner une bonne idée qu'il aurait eue, après réflexion, et être écouté. Tout simplement parce que le management a besoin de cette bonne idée. Alors ça rend effectivement les choses un peu différentes au niveau hiérarchie. J'ai parlé tout à l'heure de la distinction entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, ce qu'on fait et ce qu'on pense. Parler de management non hiérarchique est une erreur de fond. Il faut une hiérarchie. Par contre, oui, il faut que cette hiérarchie soit à l'écoute. Donc l'utilisation du mot hiérarchique est une erreur de forme, un mauvais angle de vision. Ça ne doit pas s'appeler comme ça. Il faut parler de management éthique, de circulation de l'information. Il ne faut surtout pas parler de management non hiérarchique. Ça va encourager l'épouvantail et les gens à hurler qu'on va leur manquer de respect si on ne les écoute pas. Voilà. Le troisième épouvantail était donc, j'ai le droit de hurler pour me faire entendre, alors qu'il y a une hiérarchie qui a besoin des bonnes idées, mais pas de cacophonie dans ses oreilles. Et on a donc tous les éléments dans nos formations pour apprendre aux managers et aux gens à fonctionner de cette façon-là. Une fois qu'on a vaincu ces trois épouvantails, on se sent quand même mieux. Voilà. Il y a plus les méchants, on est maladroit et on a le droit d'être maladroit. On a un schéma pour avoir les informations dans le bon sens et on a un schéma pour les faire descendre. Donc on a un schéma pour s'intégrer. En réalité, dans le management éthique parfait, quelqu'un qui fait trop le travail de son patron en pensant trop à la place de son supérieur hiérarchique, tout simplement, si le management éthique est bien en place, va être reconnu, ses idées vont être reconnues pour telles, il n'y aura pas d'orgueil, et il va progresser plus vite dans la hiérarchie, il va monter et il va trouver sa place. Il va trouver sa place dans une hiérarchie, de manière saine. Alors qu'à l'inverse, celui qui veut réfléchir à la place de son supérieur hiérarchique, alors qu'il a mieux à faire, puisqu'il a à faire son travail, va se créer des problèmes, des effets dominos, et puis dans le management éthique, on va gentiment lui rappeler, c'est très bien ce que tu fais, d'essayer de penser à ma place, mais pour l'instant, j'aimerais d'abord que tu te focalises sur ton travail. Si on arrive à ce que ces trois premiers épouvantails soient traités, on a énormément avancé. Et là, on va enfin pouvoir presque rentrer dans le vif du sujet, qui va être d'utiliser différentes techniques de décloisonnement et d'empathie. Alors à ce moment-là, il va falloir prendre conscience que les gens sont différents, décloisonner notre comportement. Donc fond, forme, écoute, contrôle était la première approche pour bien voir qu'on allait cycler. Chacun d'entre nous allait passer par ces quatre besoins, on n'est pas des robots. À un moment, je vais me demander quoi, le fond. Je vais me demander comment je compte faire, la forme. Qui est en face de moi, quelle information il me renvoie, l'écoute. Et puis pourquoi, un peu d'analyse et de recul par rapport à mon comportement. Alors à ce moment-là, on passe à une étape relativement simple, cesser de cloisonner mon comportement quand je suis en face de quelqu'un. Les deux grands axes dans lesquels il va falloir travailler, fond, forme, écoute, contrôle, c'est quelque chose de relativement générique, c'est l'avantage de fond, forme, écoute, contrôle, puisque cette approche est strictement liée chez Pazzen et vous la trouverez a priori nulle part ailleurs. Pourquoi cette approche ? Pour une raison simple, c'est une approche qui est strictement comportementale. Je vous rappelle qu'il ne faut pas franchir le cap de la vie privée sous aucun prétexte. À partir du moment où on effectue des analyses qui sont subjectives et non pas objectives,
On rentre dans le cadre de la vie privée. On va commencer à dire à quelqu'un qu'il est gentil ou qu'il est méchant. C'est une analyse. Il ne faut pas analyser nos collègues. Il faut essayer de voir quels sont leurs comportements et leurs besoins. On va donc utiliser fond, forme et coup de contrôle parce que c'est une approche qui est strictement et uniquement comportementale. Il n'y a aucun danger de mettre son interlocuteur dans une case à partir du moment où on le fait bien. Et on apprendra ensemble à le faire bien. Mais ici, nous parlons de management éthique. Fond, forme et coup de contrôle, si on a vaincu le troisième épouvantail, effectivement, chacun peut participer, remonter l'information et s'inclure dans le processus. C'est vrai. Mais maintenant, arrivé à l'utilisation, au stade du dessus, on va, oui, rentrer dans des formations de management. Alors oui, dans la situation actuelle, si on envoie quelqu'un faire des formations en management, il se passe quoi? Il apprend des techniques de management très très intéressantes pendant une semaine, mais il n'a pas la plus petite idée de comment il va gérer le méchant, comment il va gérer le maladroit. Alors le maladroit, il va en parler dans sa formation un peu, mais de manière secondaire. Il ne va pas avoir une formation pour gérer le maladroit, il a eu sa formation de management, il aura eu quelques exemples pour traiter de la maladresse, il revient dans sa structure, il a un nouvel outil qu'il sait mieux manager, et il ne sait pas traiter les 3 premiers épouvantails dont j'ai parlé. Bilan des courses, il n'a pas de solution, son stress monte et il est inquiet. Cerise, cadeau bonus, le management prend conscience que cette formation de management a des effets positifs et des effets négatifs, parce que vous allez de temps en temps avoir quelqu'un qui va se mettre à paniquer, ou qui va péter un câble, qui va tomber en dépression, mettre trop dans sa cocotte minute, et puis on se dit, boulala, cette histoire de formation en management, c'est dangereux. Non, une fois que les 3 premières étapes ont été effectuées, on va avoir donc traiter le problème de fond. Le problème de fond, il y a des méchants, ça empêche l'accès à la maladresse. On va avoir traité le problème de forme. Le problème de forme majeur, c'est d'accepter que les gens sont maladroits et pas méchants. On va avoir traité le premier problème d'écoute, comment l'information va circuler, comment on va arriver à fonctionner les uns avec les autres. Et bien évidemment, nous reste le premier problème du contrôle. Le problème du contrôle, ça va être donc l'information de base en management, et de comprendre qu'il y a des gens qui sont d'orientation plutôt directive, plutôt participatif, pédagogique, collaboratif. Nous allons donc, tout simplement, je cafouille parce que c'est délégatif, le 4e angle, participatif, collaboratif, oui, délégatif comme 4e angle. Le 4e épouvantail, donc, ça va être d'apprendre à regarder mes voisins, que je sois leur supérieur ou pas, fonction de leurs 2 types de fonctionnement. Le premier fonctionnement, fond, forme et coup de contrôle, qui lui est très comportemental. Et puis il faut reconnaître que cette formation de management de base, directif, délégatif, participatif, pédagogique, reste vraiment un besoin essentiel des uns et des autres. On est vraiment encore là sur du comportemental. Certains d'entre nous vont avoir besoin qu'on leur explique les choses, qu'ils comprennent, donc qu'on vienne les voir avec pédagogie. D'autres vont préférer qu'on leur donne des ordres, parce que ça va leur laisser une marge de manœuvre. D'autres vont préférer qu'on leur délègue et qu'on leur fasse confiance. D'autres vont préférer vraiment s'inclure dans un schéma tout à fait participatif. Le 4e épouvantail, c'est d'apprendre à interagir. Alors comme il y a 4 x 4 attitudes, 4 attitudes, font former coup de contrôle, ça va donner un tableau à 16 cases pour apprendre à un petit peu interagir. Quand je suis plutôt dans une orientation de fond, comment est-ce que ça marche quand mon intervenant est plutôt en face de moi, dans le fond, dans la forme, dans l'écoute et dans le contrôle. Et exactement le même raisonnement au niveau de ma façon de manager. Moi, j'ai tendance à être plutôt directif, c'est-à-dire je donne des ordres et je ressens pas véritablement le besoin de trop m'expliquer par rapport à ça. Ça peut fonctionner très très bien, selon certains profils d'individus, avec moi. Mais avec d'autres, ça peut très très mal marcher. Et on va regarder donc ces 2 tableaux à 16 cases pour affronter le 4e véritable épouvantail et le premier épouvantail du contrôle, décloisonner mon comportement. Effet domino majeur, je fonctionne à peu près tout le temps et toujours de la même façon, alors que mon interlocuteur, lui, qu'il soit au-dessus ou en dessous de moi dans la hiérarchie, va me demander peut-être un peu d'adaptabilité. En tout cas en éthique, si on ne s'adapte pas à autrui, voilà, on peut utiliser plein de mots, agression, ça va aller très très vite, très très loin. Ma maladresse va rapidement être mis en question. Les gens vont m'envoyer des quantités de signaux,
que je vais pouvoir voir en écoute active, en PNL, me disant monsieur, s'il vous plaît, adaptez-vous. Là, vous m'hurlez que vous cherchez des solutions alors qu'on n'a pas compris les besoins, on n'a pas cherché à comprendre de quoi il retournait. Nous ne sommes pas d'accord. Vous voulez, j'en ai parlé dans la première vidéo, vous avez peur du conflit, moi je veux qu'on s'organise. Là, on est bloqué. Comprendre le besoin de la personne en face. Donc, quatrième grand épouvantail, qu'on va aborder par le biais du fond forme écoute contrôle et des 4 grands axes du management. On va essayer de voir si je suis plutôt dans tel positionnement, comment est-ce que ça va fonctionner avec quelqu'un qui serait dans un autre positionnement. Alors, c'est le premier épouvantail du contrôle, mais il va donner une interaction considérable avec l'écoute et l'écoute active pour essayer de savoir dans quelle situation se trouve, et dans quel besoin se trouve mon interlocuteur. Donc, voilà le quatrième grand problème qu'il va falloir apprendre à affronter, et effectivement aller dans la direction un peu de l'empathie, et d'arriver à s'adapter à son interlocuteur. Toujours encore, pour arriver à créer la performance, parce que c'est un véritable besoin, sinon, tenter de passer en force ne créera pas les besoins d'éthique dont on a parlé lors de ces deux audios. Dernier épouvantail, finalement il arrive en 5e, c'est le premier actuel de la lutte contre le risque psychosocial, le collaborateur qui va mal. Aujourd'hui, on prend donc encore une fois les choses dans le mauvais vu de la lorgnette. Ce collaborateur qui va mal l'est en conséquence de la non-mise en place de l'éthique et du non-travail sur les 4 premiers points dont on vient de parler, les 4 épouvantails. Alors, cette personne qui va pas bien, il va falloir voir comment interagir avec elle. Pour traiter cet épouvantail, il faut donc respecter une ligne de conduite très simple, une bonne intégration avec la psychologie, tout à fait. Il va falloir apprendre à passer le relais, travailler main dans la main d'une certaine façon avec la psychologie, que ce soit avec un psychologue à l'intérieur, ou que ce soit en arrivant à un moment savoir passer la main, traiter complètement le processus de manière éthique avec les gens en interne, que tout le monde sache que les choses vont être traitées de manière éthique en interne et qu'à un moment il est donc cohérent, parce qu'on est tous différents, qu'un individu ne va pas se sentir bien, même au-delà du fait qu'il y ait le management éthique, et il va donc falloir qu'il aille en direction du psychologue. Dans le management éthique, c'est pas qu'il pourrait y aller, c'est qu'il faut qu'il y aille. Pourquoi faut-il qu'il y aille? Parce que s'il reste derrière son bureau à ne pas pouvoir travailler, il ne remplit plus son travail. Il prend en otage ses collègues. Je vous rappelle que là on part d'un postulat simple, le management éthique est installé. Ce qui lui arrive ici n'est pas dû au fonctionnement de la structure, mais bien à ses problèmes psychologiques, qui va par contre handicaper son travail. Il est donc assez logique que dans le cadre d'un management éthique, on puisse dire à quelqu'un, il faut que tu vois un psychologue. Je précise ici, les lois n'existent pas encore, puisque le gouvernement, jetant la patate chaude aux sociétés en leur disant de traiter le risque psychosocial, alors qu'ils n'ont pas le droit d'enfreindre la problématique de la vie privée, on est dans une incohérence gouvernementale. Tout à fait. Maintenant, on parlait théorie. Les 4 problématiques ont été traitées. Éventuellement, le gouvernement a commencé lui aussi à fonctionner en mode éthique. Autre sujet d'autres vidéos, mais c'est pas le but ou le purpose de Pazen Équilibre. Donc ici, il faudrait donc pouvoir l'encourager à aller voir le psychologue. Les 80%, puisque c'était 80% de social et 20% de psychologie, sont donc amenés par l'intermédiaire du management éthique. De quelle façon est-ce que nous allons les amener? Tout simplement en procédant avec de l'écoute. Les ateliers de traitement de collaborateurs en souffrance vont amener à voir que cet individu qui est en souffrance veut, entre guillemets, vider son sac et il va falloir lui donner de l'écoute. C'est ça qu'il attend de ses collègues. Il ne va pas attendre qu'on trouve des solutions à sa place. C'est très dangereux et le domaine des solutions est le domaine qui va être la conclusion du travail chez le psychologue. À partir du moment, donc on va juste apprendre ensemble à donner de l'écoute à notre collaborateur et à ne pas venir sur le terrain du psychologue qui est de donner un conseil actif. Alors pourquoi ? Dans une autre série d'audio et de vidéos, nous exposerons peut-être un peu la vision de la dépression nerveuse ou du stress sous une orientation liée à la communication, donc son intégration dans l'éthique. Mais ici, de manière plus simple, nous avons un collaborateur qui est bloqué, qui est mal, qui est en souffrance. Je vais vous demander d'oublier ce que vous croyez de son fonctionnement ou de chercher à simplifier le processus, mais simplement de transposer en vous-même. Chacun d'entre nous, quand il a un problème à traiter, doit avoir les capacités morales et psychologiques pour le faire.
Voilà. Comme premier axe qu'on va voir dans ces ateliers-là, c'est que la personne qui est à la limite de la dépression, vous savez tous qu'elle a l'incapacité de prendre des décisions. C'est la conséquence de sa dépression. Elle ne peut plus agir. C'est pour ça qu'elle est obligée de prendre un congé pour burn-out ou pour dépression. Elle n'a plus la capacité à faire son travail, elle le ressent, un médecin le valide, et puis la personne est en arrêt de travail. Alors, en orientation grand P, performance, la dépression nerveuse ou le burn-out est un véritable drame, parce que le collaborateur se retrouve à devoir abandonner son poste de travail, il faut gérer des surcharges de travail, le remplacer. Derrière, quand il va revenir, il sera encore friable et fragile, et il est capable de repartir en dépression rapidement, et donc ça donne des choses qui sont très graves. C'est que les gens qui sont en dépression, en burn-out, reproduisent parfois, de manière un peu cyclique, les arrêts. C'est pas toujours très bien perçu à l'intérieur des services. Autre sujet que l'on verra en management éthique. Attention à trop penser que ces gens-là le font parfois exprès. Certaines personnes en arrivent même à penser que ce sont des tirs au flanc ou qu'ils le font exprès. Il faut faire attention à ça. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que l'individu qui va mal, dans ce 5e épouvantail, puisqu'il y a 5 axes. Le dernier axe, c'est celui de l'angoisse. Le dernier, dans l'axe de l'angoisse, c'est celui qui va mal. Et dans cet axe de l'angoisse, la personne, tout simplement, n'a pas les capacités pour prendre des décisions. Donc, quand elle vient vous voir et quand on interagit avec, à partir du moment où on va lui dire « Mais pourquoi ne fais-tu ci » ou « Pourquoi ne fais-tu pas ci » ou « Pourquoi ne fais-tu pas ça ?» il faut encore être sûr qu'il ait la capacité d'enclencher cette action. S'il n'a pas la capacité d'enclencher cette action, vous allez le coller immédiatement et directement en dépression nerveuse. Il va rentrer chez lui pour expliquer que c'est après avoir discuté avec vous que c'est arrivé. Et là, il y aura eu un franchissement immédiat des 2 lignes qu'il ne faut pas franchir, la vie privée, et de se prendre pour le psychologue qui attendait lui, par contre, son heure, il est dans son cabinet, il a son rôle, il est prêt. Il s'agit donc d'une course de relais entre nous apprendre à écouter et à savoir passer le relais au psychologue au bon moment. Donc écoute, c'est à partir de quelqu'un va sembler vous hurler de l'aider, en fait, il vous hurle de l'écouter. Et c'est ce que nous verrons dans les formations. Apprendre à reformuler les besoins d'aide en des demandes d'écoute. Et ne pas franchir le cap. Nous verrons comment détecter si un conseil est possible d'être donné. Des petites techniques pour pouvoir donner des conseils. Pas tomber dans le tout blanc, tout noir, à dire voilà, non, moi je refuse catégoriquement de t'aider alors que tu me demandes de l'aide. Non. Essayez d'évaluer la capacité de l'interlocuteur à réceptionner un conseil. Donc ne pas franchir les 2 lignes de feu qui sont au sol, la vie privée, et le passage du relais vers la psychologie et le psychologue. Voilà. Eh bien, nous avons fini ce tour d'horizon avec les 5 grands épouvantails. Celui du fond, enlever le méchant. Alors ça raconte effectivement presque une histoire, le passage du fond, le relais vers la maladresse du côté de la forme. La maladresse, c'est je ne sais pas faire bien, donc c'est une manière de faire. La problématique d'écoute, la cacophonie, on ne s'écoute pas. La problématique du management, arriver à voir les gens en sortant des cases. Et la dernière problématique, qui est celle de la gestion de l'angoisse. Même si moi j'ai enchaîné fond, forme, écoute, contrôle et angoisse dans ma manière d'avoir présenté ce fichier audio, c'est juste une histoire, et vous aurez donc les minutes à laquelle nous allons parler. Je vais vous redonner les minutes dans le sommaire pour que vous puissiez aller regarder et écouter plutôt la partie maladresse, plutôt la partie sur le méchant, le fond, plutôt la partie sur la cacophonie, l'écoute, ou plutôt la partie sur le management, plutôt la partie sur l'angoisse. Et vous aurez donc ici les 5 grappins qu'il faut savoir lancer. Si on ne sait pas lancer les 5, on a le sentiment qu'on ne construira pas de pont. Et ce sentiment, à mon avis, est réel. Voilà. Donc c'était Pass Zen Service et Pass Zen Équilibre sur le risque psychosocial, le stress, le management éthique et donc la qualité de vie au travail. Merci pour votre écoute.